Alors, bonsoir. Bienvenue au webinaire Surmonter les barrières à la profession juridique, opportunités et obstacles pour les juristes immigrants au Canada. Donc, je m'appelle Denise Lavallée, je suis la directrice générale de l'Association des juristes d'expression française de l'Alberta, ou AGEFA. Alors, AGEFA, c'est une association provinciale qui a été créée il y a au-delà de 30 ans, qui a la mission d'améliorer l'accès à la justice en français. On a au-delà de 125 membres qui sont eux-mêmes juristes, qui pratiquent en Alberta comme avocats-avocates. On a des interprètes, des médiateurs, d'autres personnes qui travaillent dans le domaine juridique, cinquantaine d'étudiants en droit aussi. On opère un centre d'information juridique en Alberta. Alors, c'est un centre qui donne de l'information confidentielle par téléphone, par courriel ou en personne. On a une agente à Edmonton, une agente à Calgary. Et on offre aussi beaucoup d'ateliers d'information publique dans les écoles pour le grand public. Parfois, c'est comme ceci, de la formation, de l'information pour les juristes ou futurs juristes. Et on organise d'autres activités de réseautage. Donc, ça nous fait vraiment plaisir dans le cadre de la Semaine de l'immigration francophone au Canada de vous présenter nos deux invités chevronnés. Je vais commencer avec Maître Christelle Malongue, qui est avocate et propriétaire de son propre cabinet, CM Legal Services, à Calgary. Elle offre des services en anglais et en français. Alors, sa pratique porte principalement sur le droit de la famille, immobilier, succession, mais parfois elle fait d'autres domaines de droit parce qu'elle a des clients qui ne comprennent pas assez bien l'anglais, qui ont de la difficulté, alors elle les aide au-delà de tout ça. Elle est d'origine camerounaise. C'est là qu'elle a débuté ses études en droit et qu'elle a obtenu une maîtrise en droit des affaires. Elle a continué ses études en Europe et a obtenu son certificat en droit civil à l'École régionale des avocats de Strasbourg, en France. En arrivant en Alberta en 2010, elle a fait une demande d'équivalence auprès du Comité national d'équivalence et elle est devenue membre du barreau de l'Alberta en 2015. Maître Malone, au-delà d'être avocate, est aussi membre actif bénévole auprès de l'AGEFA depuis de nombreuses années. Elle a siégé au conseil d'administration du Centre d'accueil des nouveaux arrivants francophones à Calgary et elle est aussi bénévole avec le portail Immigration Association ou le PIA. Elle offre des avis juridiques sommaires gratuitement aux personnes issues de l'immigration lors de cliniques mensuelles. Alors, notre autre invitée ce soir, c'est Maître Eva Gossal. Elle est agente du droit de la concurrence à la Direction des affaires internationales du Bureau de la concurrence du gouvernement du Canada depuis 2021. Elle a été présidente au comité de direction de la section de droit international de l'Association du barreau canadien. Elle a aussi travaillé en tant qu'avocate chargée de projet au Centre d'information juridique de l'Ontario. Oui, elle nous vient de l'Ontario et c'est elle que j'avais vue qui avait déjà présenté un webinaire sur ce thème. Alors, je l'ai invitée pour participer avec nous ici en Alberta pour qu'elle nous partage son expérience et son expertise. Donc, elle est allée, une fois qu'elle est arrivée au Canada de la France en 2015, elle a obtenu son équivalence au Québec en droit civil et le diplôme de juriste docteur en common law de l'Université d'Ottawa et elle a été assermentée en Ontario en 2019. D'origine polonaise, Eva Gossal a fait ses études en droit en France et elle a ensuite travaillé à l'Union européenne en Belgique ainsi qu'à l'ambassade du Canada au Pakistan. Maître Gossal aussi fait beaucoup de bénévolat. Elle a toujours été impliquée dans, trop pour que je les nomme ce soir, là, mais dans des projets portant sur l'accès à la profession juridique et elle a agi à titre de mentor pour des juristes francophones étrangers qui souhaitent s'établir au Canada. Donc, maintenant, formidable. Alors, un grand merci à Maître Christelle Malongue et je cède la parole maintenant à Maître Eva Gossal.
Merci, Denise. J'ai eu un problème technique. Christelle, je ne sais pas si tu veux commencer avec le plan de la séance ou tu veux que je commence ici. On peut commencer avec, pour que les gens aient une idée. Donc, j'ai changé Mhm. la diapositive pour le plan de la séance. Et ce soir, nos interventions à Maître Gozal et moi-même porteront notamment sur euh, l'accréditation. Donc, lorsqu'on arrive au Canada, il faut faire reconnaître ses diplômes et il y a tout un processus. Et ce processus dépend selon que on émigre dans le Canada anglophone ou au Québec, qui est principalement, bien que le français soit parlé dans d'autres provinces, mais principalement au Québec. Et on va parler de la profession en elle-même. Qu'est-ce que, euh, quels sont les débouchés de la profession en tant que juriste dans le pays. Euh, et pour commencer, nous mentionnerons justement dans le Canada anglophone et basé sur mon expérience personnelle. Donc, il y a le Comité national sur les équivalences de diplômes qui est installé au niveau de tout le pays, mais je ne pense pas que le Québec soit soumis. En tout cas, Maître Gozal nous parlera spécifiquement de l'accréditation quand on s'installe au Québec. Donc, ce comité national des équivalences va vous demander tout un ensemble. Il faut faire une demande, bien sûr, et puis ils vont vous demander de soumettre tous vos diplômes et ils vont faire une évaluation de quels sont les examens, notamment, que vous devez passer pour pouvoir obtenir un agrément, une équivalence qui vous permet de vous enregistrer dans un barreau, sachant que dans le barreau en question, il y aura également tout un processus pour pouvoir devenir membre du barreau de la province. Et donc, nous avons mis des liens sur le processus de demande qui peut être, ils vont, selon mon expérience personnelle, demander à ce que les diplômes, toutes les universités, vous avez été leur envoie des diplômes directement. Avant, quand moi je me suis qualifiée, il y avait juste, il n'y avait pas beaucoup d'universités qui proposaient des formations pour les juristes de formation internationale. Mais maintenant, ça a beaucoup changé. Donc, il y a plein d'universités qui offrent des programmes pour aider avec cette équivalence requise par le Comité national sur les équivalences. Donc, on a mis quelques liens sur l'Université de l'Alberta qui a un programme. Il y a l'Université de Calgary, il y a l'Université de British Columbia, il y a des programmes même en Ontario, à Ottawa. Donc, ça, c'est une option pour préparer justement les examens donnés requis par le CME, qui est le Comité national sur les équivalences. Mais il y a également la possibilité d'une préparation individuelle, et comme je l'ai mentionné précédemment, parce que à mon époque, l'université de l'Alberta ou de Calgary ne proposait pas un programme adapté aux avocats qui avaient une formation internationale. Donc, j'ai acheté les livres et j'ai étudié. Et donc, et c'était ça, ils proposent des examens tout au long de l'année. Et donc, vous avez la possibilité de juste vous inscrire et de payer pour ce que vous pouvez, ce que vous avez préparé. Donc, c'est vous qui décidez de, il vous donne un délai pour pouvoir passer tous les examens. Habituellement, c'était 3 ans, mais maintenant, vous pouvez décider d'organiser en une année combien d'examens vous êtes prêt à passer. Donc, après avoir euh, passé tous ces examens, il vous donne l'agrément qui est une sorte de certificat de compétence. Et vous n'avez qu'à mentionner, ça dépend de la province dans laquelle vous êtes installé, et ils vont envoyer l'agrément directement au barreau de cette province. Ça, c'est en ce qui concerne l'accréditation à travers le Comité national sur les équivalences. Je vais laisser Maître Gozal vous entretenir sur le cas du Québec. Merci.
Merci. On va commencer avec le barreau du Québec. Comme Maître Malong a mentionné, le Québec est un cas à part, un peu différent du reste du Canada parce que c'est une province du droit civil, euh, contrairement au reste du Canada qui est de la common law. Donc, pour devenir avocat au Québec, il faut faire une demande d'équivalence au barreau du Québec. Le barreau du Québec, encore une fois, il faut présenter tous ces diplômes avec une description détaillée de toutes les matières qu'on a prises à la fac de droit. Et le comité des équivalences évalue l'application, évalue votre dossier et il décide ce dont vous avez besoin pour devenir avocat au Québec. Et normalement, ce sont les avocats des pays du droit civil qui posent cette demande, qui déposent sa candidature. Je n'ai jamais entendu parler d'un avocat de la common law qui a déposé une demande au barreau du Québec. Probablement, c'est possible, mais je ne sais pas. Donc, une fois on a reçu euh, pratiquement la liste des cours qu'il faut faire pour obtenir l'équivalence du barreau du Québec, il faut s'inscrire à une université. Il y a 6 universités au Québec et une en Ontario qui donnent des cours du droit civil. Donc, contrairement aux autres provinces, on ne peut pas faire une préparation individuelle. Il faut suivre des cours. Et on passe des examens à une université de droit ici, soit au Québec, soit en Ontario. Donc, une fois tous les cours demandés par le barreau du Québec, vous avez tous les cours, vous avez réussi à tous les cours, vous recevez l'équivalence du barreau du Québec. Cette équivalence du barreau du Québec, c'est l'équivalence du diplôme du bac en droit civil au Québec. Il y a encore d'autres initiatives universitaires, comme Christelle vient de mentionner. Ça fait pas longtemps qu'il n'y avait pas beaucoup d'options pour des juristes étrangers qui venaient ici au Canada. Maintenant, il y a beaucoup d'initiatives qui permettent, par exemple, aux juristes étrangers au lieu d'obtenir une équivalence, de s'inscrire à une faculté de droit au Québec et d'obtenir l'équivalent aussi d'un diplôme de droit civil. C'est une autre voie d'accès à l'équivalent du diplôme du bac en droit civil. Et on peut obtenir ce diplôme à l'Université de Montréal. Donc, est-ce qu'on pourrait passer à la diapositive suivante? OK. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Donc, une fois... Christelle, c'est à toi maintenant. Oui. Merci. Merci, Eva. Donc, après, justement, la phase de l'accréditation et qu'on a reçu un certificat d'agrément qui permet justement de s'enrôler dans un barreau. Là, c'est les conditions euh, requises par le barreau que l'on doit remplir. Donc, dans le cas du barreau de l'Alberta, euh, euh, dont je suis familière avec le processus. Donc, il faut trouver un stage dont la durée a été réduite à 8 mois pendant la COVID, mais c'est habituellement 12 mois de stage. Je crois qu'ils ont l'intention de revenir à 12 mois effectifs de stage. Je ne sais pas quand exactement. Donc, il y a un stage auprès d'un cabinet d'avocats mais le stage aussi peut avoir lieu auprès de la cour d'appel ou de l'une des cours de l'Alberta, de la cour de justice ou bien la cour du roi. Donc, il y a la cour du banc du roi. Donc, il y a ce stage-là qui doit être fait. Et puis, il y a pendant le stage, donc pendant que l'on fait le stage, on doit prendre des cours
de préparation de préparation à la profession et ces cours sont donnés par un centre pour professionnels, donc qui s'appelle CIPLED. Et il y a un coût pour les cours de préparation. Et ces cours s'accompagnent d'examens à chaque étape, donc pour vérifier qu'on a les compétences. Et c'est vraiment des cours pas sur des sujets généraux, mais sur comment argumenter un cas vraiment spécifique à l'exercice de la profession. Et lorsque ces deux phases sont remplies, donc, il y a un certificat, un autre qui est délivré par le CIPLED qui montre qu'on a rempli toutes les compétences. Et là, il y a l'appel, justement, il y a la prestation de serment qui est organisée avec soit la Cour de justice de l'Alberta, soit avec la Cour du banc du roi. Euh, et Donc, Eva va vous merci. parler de comment Oui. ça se passe, voilà, au barreau de En l'Ontario et Ontario, du Québec. tout d'abord. Oui. Au Québec, oui. Donc, comme vous allez voir, le processus est un peu différent dans chaque province, et même en Ontario, qui est une province de la Common Law, c'est un peu différent. À ce que je crois que c'est quand même un peu plus facile qu'en Alberta. Parce que comment on devient avocat en Ontario? Donc, il faut avoir un JD d'une faculté de droit approuvée en Ontario. OK, ou un certificat de compétence, du même comité national sur les équivalences. Donc, le comité national sur les équivalences, c'est partout au Canada, sauf le Québec, qui a un comité distinct. Donc, le processus d'accès à la profession se compose de deux examens, d'une formation expérientielle pratique, d'une exigence de bonne mœurs et de la délivrance de permis. Donc, la formation expérientielle pratique, c'est un stage d'une durée de 8 à maximum 10 mois et, et soit d'un programme de pratique du droit intégré. Donc, si quelqu'un ne trouve pas de stage normalement, cette personne-là peut suivre un programme de pratique de droit intégré, soit à l'Université d'Ottawa, programme de pratique du droit, soit à l'Université de Toronto, Law Practice Program at Metropolitan University. Quelle est la différence entre les deux? Donc, le premier, c'était un programme en français et le deuxième, c'est un programme en anglais. Et donc, c'est un programme de 10 mois. À moitié, ce sont des cours, mais pratiques, vraiment visant la pratique. Et l'autre moitié, c'est un stage dans un cabinet ou avec un maître de stage. Donc, après ça, ou pendant le stage, vous pouvez passer le barreau de l'Ontario. Donc, il y a deux examens à passer. Normalement, ce sont des examens qui s'échelonnent sur 2 jours. Et, ce qui est vraiment intéressant, une fois vous avez le certificat de compétences ou vous avez un diplôme d'une université en Ontario, vous pouvez directement commencer le stage. Vous n'avez pas à prendre d'autres matières, vous n'avez pas à aller apprendre des cours additionnels. C'est vraiment, vous pouvez commencer le stage et pratiquement vous pouvez décider quand est-ce que vous passez les examens du barreau, les deux examens. Évidemment, les examens ne sont pas offerts au long de l'année, c'est 2 fois par an, 2 ou 3 fois par an, si je me rappelle bien. Donc, c'est aussi encadré, mais à ce que j'entends, c'est beaucoup plus flexible qu'en Alberta. OK? Après, vous avez passé les examens, vous avez réussi les examens, vous avez fini votre stage, vous pouvez être assermenté. Il y a aussi des possibilités pour des juristes d'autres provinces pour avoir un permis temporaire. Il y a aussi des possibilités pour des juristes étrangers d'avoir une sorte de permis temporaire.
Mais ça, c'est pas le sujet principal de notre rencontre aujourd'hui, donc on ne va pas en parler en détail. Donc, et maintenant, je voudrais vous parler de l'ordre de parajuriste en Ontario. Parce qu'en Ontario, si vous voulez travailler en tant que parajuriste, vous devez avoir une licence aussi. Donc, il y a beaucoup de gens qui arrivent ici de l'étranger, des juristes d'origine étrangère, et sont très surprises que pour devenir parajuriste, il faut avoir aussi une licence délivrée par le barreau de l'Ontario. Donc, c'est un processus séparé, mais quel est l'intérêt de devenir parajuriste en Ontario au lieu de travailler en tant qu'assistant juridique pratiquement? Les parajuristes en Ontario ont le droit de représenter des clients devant les tribunaux administratifs. Donc, pratiquement jusqu'à la Cour des petites créances. Je ne sais pas, Christelle, quel est l'équivalent en Alberta, mais les petites créances, c'est jusqu'à 35 000. Donc, tous les tribunaux administratifs jusqu'au niveau de 30 000 de la Cour des petites créances. Donc, ce sont les parajuristes qui peuvent représenter les clients. Ce qui est aussi une option. Ils peuvent avoir leur propre cabinet, par exemple. Parfois, c'est une option intéressante pour des juristes d'origine étrangère qui ne veulent pas commencer tous les processus d'accréditation qui est quand même lent, ça prend des années. Donc, s'ils veulent continuer dans la profession juridique, c'est aussi une option pour eux, ici en Ontario. OK? Donc, maintenant, je vais parler du barreau du Québec parce que ici, on est entre des gens qui parlent français. Donc, normalement, si des gens des pays francophones, il y a beaucoup de gens de pays francophones qui arrivent au Canada et se dirigent au Québec parce que c'est la tradition du droit civil. Donc, très souvent, les gens pensent que peut-être ils pourraient passer par le Québec. Et c'est pour ça que je vous parle du Québec aujourd'hui. Donc, il y a, après avoir l'équivalence du barreau du Québec ou un diplôme du droit civil du Québec, et il y a l'école du barreau. Donc, l'école du barreau consiste en une formation professionnelle de 4 à 8 mois. Donc, ce sont des cours intensifs et pendant ce temps-là, il faut passer, réussir à tous les examens. Et ce n'est que après avoir réussi à l'école du barreau qu'on peut faire un stage, qu'on peut commencer un stage. Donc, ça, c'est une option, moi, je trouve assez stricte. Et c'est aussi, dans mon cas, par exemple, c'est ce que je fais. Je fais l'équivalence du barreau du Québec, mais je n'ai pas fait l'école du barreau. Mais avec l'équivalence du barreau du Québec, qui est l'équivalent d'un diplôme du droit québécois, et j'ai été admise en JD National Program de 8 mois et j'ai pu commencer le stage professionnel tout de suite. Donc, au lieu de passer par l'école du barreau de 4 à 8 mois, pratiquement, je fais un diplôme de la common law et j'ai pu commencer le stage tout de suite après ça. Donc, ça, c'est aussi une option. Donc, il y a aussi un nouveau programme qui est offert à partir de cette année. Je crois que c'est l'équivalent du programme pratique du droit ici. Donc, c'est moitié stage, moitié cours professionnel. Et après, il y a des examens de l'école du barreau et il y a le stage de 6 mois au milieu de travail. Et aussi, il y a la possibilité pour un avocat ou juriste étranger d'avoir un permis spécial temporaire pour exercer au Québec. Et donc, est-ce qu'on pourrait passer à la diapositive suivante? OK. Et maintenant, ça, c'est aussi une spécificité québécoise. Donc, il y a un ordre professionnel séparé, donc un ordre des notaires du Québec. Donc, dans des provinces, dans des pays de la tradition de la common law, un notaire, normalement un avocat, c'est un notaire aussi. Donc, nous, en Ontario, par exemple, moi, je peux effectuer toutes les tâches du notaire que au Québec, il faudrait avoir une licence spéciale pour devenir un notaire.
OK? Donc, pour devenir notaire, il faut avoir un bac en droit et faire une maîtrise en droit notarial. OK? Et ensuite, s'inscrire à l'ordre professionnel des notaires du Québec. Donc, attention ici, si quelqu'un pense devenir notaire, au Québec, c'est une voie séparée, c'est un ordre séparé. Dans d'autres provinces de la common law, ça va ensemble avec le fait d'être avocat. On peut être notaire, accomplir toutes les tâches du notaire en tant qu'avocat. Donc, la diapositive suivante, merci. Donc, débouchés. Donc, maintenant, je voudrais parler un peu de débouchés, la fonction publique, juriste d'entreprise et autres. Donc, pourquoi? Parce que c'est mon expérience ici au Canada. Donc, la fonction publique, donc, il y a le gouvernement fédéral ou tous les autres gouvernements provinciaux, territoriaux. Donc, le plus grand employeur, ça serait le ministère de la Justice et autres ministères. Moi, par exemple, je travaille au bureau de la concurrence qui n'appartient pas au ministère de la Justice. C'est une agence indépendante. Il y a des organisations internationales. Il n'y a pas beaucoup d'organisations internationales ici au Canada, mais il y en a quelques-unes. Donc, c'est aussi une option. Mais si quelqu'un, par exemple, travaille à l'international, c'est aussi une des options pour des juristes, des avocats. Donc, ici, moi, j'habite à Ottawa. Donc, il y a beaucoup d'ambassades ici à Ottawa, donc on peut travailler en tant qu'avocat dans une ambassade, pour une ambassade. Donc, il y a ensuite des juristes d'entreprise, donc in-house. Donc, on peut être un avocat pour une entreprise, donc on peut être généraliste ou spécialiste. Mais normalement, à ce que j'ai vu, ce sont surtout des généralistes, mais dans un domaine spécifique, pour le dire ainsi. Donc, si on est un juriste d'entreprise généraliste, on ne travaille pas un peu surtout des successions, du droit immobilier, du droit de la famille. C'est plutôt généraliste, mais quand même, c'est dans un domaine spécifique. Et ensuite, il y a d'autres possibilités d'emploi. Il y a des cliniques juridiques. Je ne sais pas comment ça se passe en Alberta, mais en Ontario, il y a un bon nombre de cliniques juridiques où des justiciables qui n'ont pas de moyens peuvent être représentés par un avocat qui est payé par l'État. Il y a des organisations à but non lucratif, des associations. On peut aussi travailler en tant qu'à l'université, devenir un prof, écrire, etc. Il y a aussi, je trouve, le autre emploi juridique. Donc, je trouve que des gens très souvent voient juste comme des grands cabinets, mais il y a une panoplie de possibilités ici sous autres emplois juridiques. Et je vois que les gens ont vraiment de belles carrières dans le domaine juridique sans travailler nécessairement en tant qu'avocat. Je ne sais pas, faire chercheur à LexisNexis. Hmm, il y a plein de possibilités liées à l'intelligence artificielle aussi. Donc là, ça, c'est aussi un domaine très, très intéressant aussi pour des avocats étrangers ici au Canada. Donc, Christelle, la diapositive suivante, ça sera à toi, ton domaine d'expertise. Merci, Eva. Donc, euh, l'un des débouchés, celui dont je suis également familière, c'est la pratique professionnelle dans un cabinet. Donc, après le stage, on peut se mettre à son compte ou alors on peut se mettre dans un cabinet avec d'autres avocats où on peut être embauché dans un cabinet. Mais j'ai travaillé en ce qui me concerne particulièrement. J'ai travaillé dans un cabinet avec des avocats et ensuite j'ai décidé de me mettre à mon compte, donc de commencer ma pratique professionnelle. Et, euh, et là, c'est une pratique très variée, il y a des formations
toutes les années ou ça dépend de quel domaine vous intéresse. Il y a beaucoup de flexibilité. Ça, c'est pour moi le gros avantage du common law, c'est on a la possibilité même de ne pas rester focalisé en un domaine extrêmement précis, limité. Et ce qui arrive souvent, c'est-à-dire on peut faire des études et la pratique professionnelle n'a rien à voir avec les études, malheureusement. Donc voilà, on peut se retrouver dans un domaine et on réalise que c'est pas la profession que l'on voulait avoir. Et là, on a la possibilité de choisir, de se former. Il y a des formations qui sont données, par exemple, par le CIPLED, qui forme les futurs avocats tout au long de l'année. Il y a des webinaires comme ceux qui sont proposés par la GFA et d'autres organismes qui permettent voilà, de changer à un moment ou à un autre. Et puis voilà, le barreau s'assure qu'on ait la compétence requise pour pouvoir donner ces services-là. Donc, c'est ça pour la pratique professionnelle. Mais vous avez également des ressources additionnelles. Donc, comme Eva l'a mentionné, il y a des associations, dont il y a l'association canadienne de barreau qui regroupe un peu, et il y a des divisions, en fait, dans chaque province et à l'intérieur même de la province, il y a des divisions sur les avocats qui font du droit de l'immigration, qui font du droit de la famille, et ça, c'est également des sources d'information et de formation dont il y a des rencontres mensuelles qui sont organisées avec des sujets qui sont proposés et ça permet également une connexion entre les membres qui exercent la dite profession. Il y a, voilà, la GIFA qui nous permet d'avoir cette formation et cette rencontre ce soir. Donc, comme Denise l'a bien mentionné, donc il y a beaucoup d'informations, beaucoup d'aides et de programmes qui sont mis en place pour pouvoir, voilà, pas seulement à aider les membres du public, mais aussi pour soutenir ceux qui donnent des services adéquats aux membres du public. Donc, voilà, je pense que nous sommes au terme de notre présentation et nous allons nous rendre disponibles pour des questions. Merci, Denise. Merci, Eva. Tout à fait. Bien, un grand Merci, Denise. merci Merci, à Christelle. Maître Malongue et Maître Gossal. Alors, effectivement, tel que promis, je vais maintenant arrêter l'enregistrement pour qu'on puisse passer une période de questions et de discussions avec les personnes qui ont pris le temps de participer en direct au webinaire ce soir.